de la nouvelle génération de contrats de plan, car j'ai fortement plaidé pour un droit à la différenciation et pour que ces futurs contrats s'appuient sur les préoccupations spécifiques de nos territoires et non sur une vision centralisée et descendante de l'État. J'ai plaidé aussi auprès du président de la République la cause de notre territoire, les inquiétudes autour de la perte annoncée d'une desserte sur le Lyria Paris-Lausanne. Cette oukase de la société Lyria est inentendable, et sur la forme et sur le fond, sans aucune concertation préalable, alors que nous avons mis en place depuis plusieurs années un comité de vigilance sur cette ligne. On nous annonce ce qui revient au début du contournement de notre région par Genève et Bourg-en-Bresse, puisqu'on nous annonce la perte d'une desserte par Valorbe et le gain d'une desserte par Genève. Nous exigeons à minima un moratoire sur cette décision afin que du temps soit pris pour trouver une solution qui convienne et à l'opérateur et à notre territoire dans toutes ses composantes, nos voisins suisses, le massif du Jura, Dole, Dijon. En ignorant la desserte du massif du Jura, le risque est grand de peu à peu contourner notre région pour aller de Lausanne à Paris. De même que dans le Nord-Franche-Comté, le risque existe que les Bernois ne contournent assez rapidement notre région pour se rendre à Paris en privilégiant Strasbourg si nous ne parvenons pas à nous faire entendre sur la terminaison de la branche est du TGV Rhin-Rhône, dont la seconde phase, je vous le rappelle, devait se concrétiser en 2011. Et nous sommes en 2019. C'est pourquoi j'ai accueilli avec satisfaction le vote la semaine dernière au Sénat de l'amendement à la loi LOM demandant cette poursuite de travaux. J'ai vu au Sénat que chaque région avait essayé de faire voter des amendements sur telle ou telle infrastructure dans telle ou telle région. Ces amendements ont été systématiquement rejetés par le gouvernement qui ne voulait pas qu'à la faveur effectivement du débat sur la LOM soit réintroduit un débat sur les infrastructures, mais celui concernant l'achèvement du Rhin-Rhône a été accepté. Grâce à un très beau travail des sénateurs, je les remercie, avec des arguments imparables. Un chantier qui n'est pas achevé, c'est une gabegie d'argent public, et ce chantier s'inscrit dans une priorité pour l'Europe. Avant d'en revenir au sujet de débat de notre Assemblée, je voudrais juste donner quelques bonnes nouvelles pour notre région afin de ne pas trop sombrer dans la morosité. La création du 11e parc national forestier, le seul au nord de la France, celui des Feuillus, entre Champagne et Bourgogne, eh bien, il est en très bonne voie. Alors, il y a une compétition en ce moment entre notre région voisine et nous, et nos départements respectifs, la Haute-Marne et la Côte-d'Or, parce que nous rivalisons de propositions auprès de l'État pour la localisation du siège de ce futur parc dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé par l'État. Et nous poussons ici en région, avec l'appui de tout le monde, le lycée agricole de la Barotte. Mais c'est une bonne rivalité puisque c'est pour la bonne cause, celle de la biodiversité. Autre bonne nouvelle, nous venons de nous voir décerner une nouvelle appellation, l'AOC Bois du Jura. C'est un combat de plus de 15 ans pour les infatigables défenseurs des essences jurassiennes. C'est une issue qui fait du bien à la notoriété de notre région et à son économie forestière. Et puis, perspective encore de bonnes nouvelles avec la candidature au patrimoine immatériel de l'UNESCO des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art, candidature qui sera commune avec la Suisse. Et je vous recommande cet ouvrage, je pense que vous l'avez tous, voilà, sur votre siège. C'est un ouvrage qui est réalisé par les collègues et les fonctionnaires du patrimoine qui font toujours un très très beau travail et là qui est remarquable
autour de la montre en pays horloger. Alors, j'ai dit en début de mon propos que la défiance des citoyens envers les élus était une donne absolument et malheureusement partagée au sein de tous ceux qui, depuis 3 mois, s'expriment pour faire remonter leurs doléances. Une des parades à cela est pour moi de tenir nos engagements quand on est élu. C'est ce que je vous propose lors de cette assemblée, puisque nous allons débattre de 2 engagements que j'avais pris en décembre dernier. Premier engagement, nous engager à partir de nos compétences au service du pouvoir d'achat des habitants. Et deuxième engagement, passer des paroles aux actes sur la transition énergétique et écologique. Alors sur la question du pouvoir d'achat, favorisé par l'exercice de nos compétences, nous allons examiner une série de mesures travaillées par ma vice-présidente, Océane Charest-Godard, au sein de sa délégation à la formation auprès de demandeurs d'emploi. Donc, nous y reviendrons avec elle. Doublement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, triplement de la bonification transport pour les stagiaires qui font plus de 15 km, aller-retour, et puis une mesure très importante, l'aide forfaitaire à l'entrée en formation. Sur les lycées, autre compétence, nous allons accentuer l'aide aux boursiers internes et en parallèle, le vice-président Stéphane Guiguet travaille avec les services pour qu'à la rentrée prochaine, une tarification sociale soit mise en place dans les lycées, celle que nous avions inscrite dans nos engagements pour le plan de mandat. Enfin, nous débattrons du ticket mobilité que j'ai souhaité proposer aux salariés qui résident en milieu rural et qui n'ont pas d'autre choix pour se rendre à leur travail que d'utiliser leur véhicule. Nous avions consacré au mois de décembre une réunion de CTAP à ce sujet des mobilités en milieu rural. Et dans la foulée de cette réflexion, nous avons travaillé avec les organisations patronales et les syndicats. Ce ticket mobilité sera donc financé à la fois par les régions et par les entreprises volontaires. Il a vocation à être remplacé à terme par des solutions de covoiturage organisé. Et nous nous faisons fort dans cette région, et Michel Nugnot est à l'avant-garde pour ce sujet, pour être la première région de France à mettre en place cette démarche de covoiturage public organisé en zone peu dense, parce que c'est ça le sujet, en zone peu dense. Et dès cette année, nous lançons des tests pour rentrer dans une phase de prototypage sur 3 territoires expérimentaux. Le Jovinien, le Montbardois-Châtillonnais et le secteur de Val-d'Aron. La mobilité partout et pour tous n'a pas vocation à n'être qu'un beau slogan. Après le pouvoir d'achat, l'autre engagement que j'avais pris en décembre, celui relatif à la transition énergétique écologique pour passer des paroles aux actes. Il faut organiser les ruptures qui s'imposent et les accélérer. La première d'entre elles, fondamentale pour l'efficacité thermique dans les logements, et on sait qu'aujourd'hui, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est sur les bâtiments qu'il faut accélérer, massifier, densifier nos efforts. Eh bien, il nous faut marquer nos politiques publiques du sceau de l'éco-conditionnalité. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est des règlements d'intervention qui font que dorénavant, il ne sera plus possible à notre collectivité d'accompagner financièrement des projets de rénovation ou de construction, que ce soit d'équipements sportifs, d'équipements touristiques, d'équipements culturels, d'équipements d'enseignement supérieur et de recherche, qui ne répondent pas aux critères du BBC ou de l'énergie positive. Alors j'entends des oppositions, des critiques, on nous dit tout cela va générer des surcoûts. Nous n'avons pas le choix, surtout quand on est en tête des régions françaises pour la précarité énergétique et quand le secteur du bâtiment, je l'ai dit, est le premier consommateur d'énergie.
c'est le choix de la responsabilité, de la clairvoyance, c'est l'urgence. Au service de la biodiversité, nous créons, au terme d'un important travail de concertation dont je remercie Frédéric Collat et Stéphane Wojnarowski, l'Agence régionale de la biodiversité, qui va permettre une plus grande synergie de tous les acteurs et une meilleure prise en compte des potentiels de développement économique liés à la protection de la biodiversité. Nous allons aussi entériner l'important travail fourni par Sylvain Mathieu avec tous les acteurs forestiers, avec la conclusion du contrat forêt-bois qui nous engage pour les 10 ans à venir et permet d'établir le meilleur équilibre possible. Et c'est vraiment compliqué d'arriver à ce meilleur équilibre possible. Bravo pour le travail fait. Entre l'économie de la filière bois, les multifonctionnalités, la demande sociétale et la préservation de la biodiversité. Compte tenu des enjeux stratégiques qui reposent sur la filière bois dans notre région, j'ai souhaité que notre Assemblée puisse rendre un avis alors que celui-ci n'était pas du tout prévu, pas du tout obligatoire, avant que le ministre de l'Agriculture prenne un arrêté. En matière d'orientation énergétique, nous nous pencherons aussi sur notre service public de l'efficacité énergétique avec le projet du premier territoire moteur, qui est la communauté de communes du Haut-Jura. Nous nous pencherons aussi sur les énergies renouvelables avec l'augmentation du capital de la SEM Côte d'Or Énergie afin d'accélérer le mix énergétique renouvelable. J'en profite pour vous dire qu'en juin prochain, nous franchirons une autre étape avec la présentation de la stratégie de la région à énergie positive associée au SRADET. D'ici juin, nous signerons une convention de partenariat État-région-ADEME avec les 8 syndicats d'énergie. Et je fais en sorte que nous montions prochainement une conférence des financeurs de la transition écologique pour avancer sur la seule question qui vaille en matière d'efficacité thermique, qui est celle de la massification. Mais pour avancer dans cette massification, il faut trouver des équilibres économiques, il faut que les acteurs financiers jouent le jeu et soient dans la boucle. Mesures pour le pouvoir d'achat, mesures pour la transition énergétique et écologique participent donc, chers collègues, de notre engagement au service des objectifs de développement durable. Aussi est-il capital que nous prenions les moyens d'évaluer ces mesures. C'est pourquoi nous avons engagé une démarche de notation extra-financière de notre collectivité. De nombreuses entreprises privées s'y sont engagées au titre de la RSE. Cette notation extra-financière, c'est ni plus ni moins qu'une évaluation visant à objectiver l'action de notre collectivité en matière de développement durable. C'est pareil. L'engagement au service des ODD, ce n'est pas un slogan pour moi. Alors cette évaluation se fondera sur l'analyse de nos actions vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la cohésion sociale, vis-à-vis du développement économique et territorial et de notre gouvernance. C'est une démarche volontaire, on n'était pas obligé d'aller dans ce sens-là. Mais ça ne peut être réalisé pour être sérieux, objectif, être un véritable fondement que par une agence de notation indépendante. Alors, j'entends dire que ça pourrait être le Césaire. Le Césaire, il sera forcément contacté. Nous avons une relation de proximité avec le Césaire. J'ai oublié de saluer le président s'il est là, pas là. Mais bon. Oui, écoutez, nous avons une relation de proximité avec le Césaire, il sera dans le coup. Mais enfin, ce n'est pas le rôle du Césaire que de faire de l'évaluation de notation. La posture, d'ailleurs, du groupe de la droite républicaine et du centre de ne pas s'associer à cette démarche ne manque pas de me surprendre, parce que je n'ai eu de cesse quand même d'être interpellée par vous sur la nécessité de procéder à des évaluations. Et l'invitation que j'ai faite à l'opposition de siéger au comité de suivi de cette démarche s'inscrit dans une logique de transparence et d'implication régulièrement revendiquée par l'opposition. Alors je vous dis simplement qu'il est toujours temps de vous y associer.
Au-delà de cette série d'engagements tenus, nous agissons pour soutenir notre économie locale, pour aujourd'hui et pour demain. Donc, nous devons réagir aux événements de l'actualité, c'est pour cela qu'il y aura un rapport sur une aide spécifique d'urgence pour les commerçants fragilisés durant les points de blocage des centres-villes ou des zones commerciales périphériques. Nous investissons pour garantir des conditions optimales de transport qui sont un moteur essentiel du développement. Depuis le lancement de notre programme de renouvellement, 18 nouvelles rames sont déjà en circulation. Elles seront 24 en 2020. Mais je dis l'investissement dans le matériel ne suffit pas s'il n'est pas accompagné d'une offre de services en matière de cadence, de desserte et de tarification. Si beaucoup reste encore à faire, beaucoup est fait. Je tiens à lever quelques doutes. Sur les amendes dans les trains, sujet intolérable. Nous sommes montés au créneau à Région de France et la Bourgogne-Franche-Comté était en tête de cette levée de bouclier pour arrêter ce système des amendes systématiques pour les personnes qui n'ont pas de billets dans les trains. C'est fait. C'est fait, ça rentre en... Je crois que c'est ces jours-ci, autour du 20 mars, que ça rentrait en fonction. Alors, attention, la région est partenaire de la SNCF dans la lutte contre la fraude, qui coûte 8 millions d'argent public par an. Mais si un usager fait face à une absence de moyens de distribution dans sa gare, il est hors de question qu'il soit mis à l'amende. C'est entériné. C'est entériné. J'en ai profité pour dire quand même au directeur de la SNCF mon regret d'avoir entendu, parce que ça m'est remonté régulièrement, y compris par vous, qui prenez le train, par des tas d'usagers, la façon dont la région est brocardée dans les trains sur ce sujet. Alors, il y avait le sujet amende. Sur les abonnements, un geste fort a été fait, vous le savez, en direction des usagers du train pour répondre à cette crise de pouvoir d'achat, puisque ce mois-ci, les abonnés bénéficient d'un mois d'abonnement gratuit. La mesure s'adresse à tous les abonnés mensuels ou annuels. Et les usagers bénéficiant d'un abonnement annuel pourront même obtenir un deuxième mois gratuit en septembre selon leur situation. Et je rappelle que la part du coût payé par notre collectivité est passée quand même dans les billets de train de 58 à 75% ces dernières années. Sur les guichets, enfin, la suppression des guichets, elle répond, vous le savez, à une logique économique de baisse des coûts du système d'exploitation ferroviaire, dans une optique de baisse de prix pour les usagers, comme illustré par la gamme tarifaire régionale, qui remporte un grand succès. Mais je le redis, et c'est inscrit comme notre majorité l'a demandé dans la convention TER qui nous lie à la SNCF, aucune décision ne pourra avoir lieu en matière de suppression de guichets sans que le maire de la commune concernée n'ait été sollicité pour travailler à une solution alternative et donner son accord. Nous investissons pour le tourisme, qui est une filière économique majeure pour notre territoire. Pour les territoires de la grande région, on y reviendra avec Patrick Ayache, qui nous présentera les nouveaux contrats de station. Nous investissons pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, et nous allons présenter le projet d'Éco-Campus Nord-Franche-Comté. C'est une véritable vitrine pour notre engagement en faveur de la transition écologique, pour le savoir-faire technologique et scientifique de ce territoire, mais avoir pris la maîtrise d'ouvrage de ce bâtiment phare, c'est un marqueur fort de notre engagement pour l'université. Nous investissons dans le numérique, puisque nous allons nous pencher sur le contrat de filière avec le cluster Bourgogne-Franche-Comté numérique, pour structurer précisément la filière, développer les entreprises du numérique et pousser la transition numérique dans l'industrie. Nous investissons par ailleurs au service du développement économique
dans la démarche territoire d'industrie, initiée par l'État et dont nous assurons maintenant le pilotage. C'est une démarche qui vient en complémentarité de tous les dispositifs qui existent, État et région. Ce sera à l'occasion de booster des projets d'entreprise plutôt localisés hors grande ville. Je me réjouis de constater l'engouement des territoires d'industrie retenus dans notre région et la vitesse avec laquelle ils s'approprient la démarche, puisque c'est précisément dans notre région que se signent les premiers contrats et qu'à Matignon, la semaine dernière, à l'occasion de la Semaine de l'Industrie, Jean-Claude Lagrange a pu témoigner de la vitalité industrielle de notre région, aux côtés de Châlons, du Creusot et du Charolais, de Montbard et du Nord-Franche-Comté. Merci à lui et à Hichem Bougila qui conduisent avec beaucoup de détermination cette démarche. Alors j'en profite pour faire une incise sur deux appels à projets qui ont été lancés par l'État et qui sont aussi très importants parce qu'on en attend des financements importants. C'est la démarche qui s'appelait TIGA, qui s'appelle maintenant Territoire d'innovation. Et là, c'est Dijon Métropole et le Nord-Franche-Comté qui sont concernés et il va y avoir une finalisation de cet appel de ces candidatures le 26 avril prochain. Le projet que porte la métropole de Dijon autour de l'alimentation durable, c'est un projet très très important qui va créer au niveau de l'aire urbaine de Dijon un véritable système alimentaire respectueux de l'environnement. Cette démarche globale et partenariale a également une dimension sociale forte, avec une implication de la restauration collective, avec une implication des agriculteurs et des industriels sur la réduction du gaspillage alimentaire. Et puis c'est une démarche qui va intégrer d'autres territoires périphériques à la métropole, comme la communauté de communes Alésia-Seine. Nous soutenons, donc avec le financement d'études, l'AMO, et nous avons fléché un financement de plus de 1 million dans le cadre du contrat métropolitain. L'autre territoire, lui, est sur le Nord-Franche-Comté et sur un sujet très très différent correspondant au poumon industriel que représente ce territoire du Nord-Franche-Comté, puisque le projet est à la fois sur la filière hydrogène, en lien avec l'UTBM et les industriels locaux pour créer par exemple une station de stockage ou encore une flotte de bus dédiés. Et puis un second axe s'oriente sur des actions autour de l'industrie du futur. Là aussi, nous sommes à fond derrière cette candidature, notamment avec le futur contrat métropolitain qui est en cours de construction. Alors à ce stade, chers collègues, je me dis, je ne pense pas me tromper, que ce que je peux vous présenter là vous convient un peu à tous. Au nom de l'intérêt général, tout cela peut faire l'objet d'un consensus. Au sein de notre Assemblée, par contre, il est un sujet qui va forcément réveiller nos clivages. Mais je l'assume fortement. C'est celui de la création de 30 postes pour répondre à nos missions et à nos engagements, pour aller plus loin dans la qualité du service rendu à nos concitoyens et à nos territoires. Alors un mot. Cette création de postes s'inscrit dans une démarche globale. Ce n'est pas un truc là qui descend tout d'un coup, hein. On se réveille puis on dit « oh là là, on n'y arrive pas, on va créer 30 postes hein. ». Non, c'est le contraire. C'est une démarche globale d'adéquation mission-moyens qui a été engagée en septembre dernier. C'est une démarche de réorganisation pour tenir compte des mouvements d'agents et pour tenir compte de la montée en charge de nos politiques publiques régionales. Et cette démarche a été reconnue et saluée par plusieurs organisations syndicales. Cette démarche a pour but d'utiliser tous les leviers pour conduire à l'efficience de notre administration. Ont ainsi été explorées les voies suivantes. Simplification et modernisation de nos procédures et de nos actes de gestion. Redéploiement des effectifs là où c'était possible et pertinent. Externalisation via certaines prestations de services. Et ces voies, simplification, redéploiement, externalisation, sont d'ailleurs rendues permanentes via un dispositif interne d'amélioration continue adossé à un enjeu d'évolution managériale
et d'innovation. Et ma confiance, là, dans le management de notre collectivité, vous savez qu'il est total, intégral. C'est en dernier ressort que l'hypothèse de la création de postes a été examinée afin de permettre une réalisation satisfaisante de nos programmes et de prendre en compte une réelle situation de surchauffe dans certains secteurs. Pourquoi? Poids grandissant des fonds européens, transfert de compétences dans plusieurs secteurs sans transfert de moyens humains dédiés, agriculture, économie, tourisme, forêt, bois, portage de nouvelles compétences, biodiversité, déchets, énergie, numérique, mobilité, excusez du peu, tout ça sans moyens supplémentaires. Et on nous attend, parce que le fait régional, il s'impose partout sur les territoires. Que fait la région? Comment la région peut nous aider? La région, venez nous aider à construire partout. Alors je sais que certains, dans l'opposition, beaucoup même dans l'opposition, réfutent cet argument, même s'il est fondé. Le taux d'administration à l'euro géré diminue. Je le revendique. Tout ne se mesure pas à la photographie du 1er janvier 2016, jour de la fusion. Depuis, mais reconnaissez-le, nos compétences se sont élargies, nos politiques ont été étendues, notre budget a évolué singulièrement, notre place au sein du bloc territorial renforcée. Nous devons avoir les moyens d'affirmer que nous croyons en un service public efficace, utile à nos concitoyens et reposant sur une fonction publique à qui nous faisons confiance. Ne faisons pas de fausses analyses sur le dos de nos fonctionnaires. Alors je dois vous entretenir de notre fonction d'autorité de gestion des fonds européens. Les règles européennes sont complexes, notre rôle est parfois mal compris. Je remercie d'ailleurs l'investissement de notre collègue Patrick Ayache, qui a pris cette responsabilité avec détermination et compétence. Tout d'abord, je vous dis, et tous ceux qui connaissent bien le sujet le savent, aucun crédit européen n'est remonté à Bruxelles. Il n'y a pas de remontée de crédit européen à Bruxelles, et il n'y en aura pas. Alors, sur les programmes européens, FEDER, FSE, ça se déroule de façon satisfaisante. Ce n'est pas le cas sur le FEADER territorial. Vous le savez, nous gérons deux enveloppes, l'une de 65 millions sur les développements des services en milieu rural et l'une de 54 sur le LEADER. Le programme LEADER, qui concentre effectivement nos inquiétudes aujourd'hui, est porté par des groupes d'action locaux, les GAL, qui mêlent acteurs publics et privés au service de la création d'emplois, de la contribution à la transition écologique, de projets innovants. Et c'est le comité de programmation réunissant élus et acteurs privés qui émet un avis d'opportunité sur les projets. Les demandes de subventions sont adressées et préinstruites par ces GAL, puis adressées à l'autorité de gestion pour validation de l'instruction. Le programme, il est en calamité aujourd'hui, mais pas spécialement en Bourgogne-Franche-Comté, partout en France. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a estimé lors d'une intervention récente au Sénat que la France allait perdre plusieurs millions, voire plusieurs centaines de millions. En France, à peine 4% des 700 millions du programme LEADER ont été versés. C'est donc un problème majeur. Alors rappelons le contexte catastrophique de mise en œuvre de LEADER dans toutes les régions. Mais j'entends dire que déjà avant 2015,
avant 2014, dans une programmation précédente, Leader posait déjà problème. Mais là, depuis la nouvelle programmation, il y a eu un télescopage, c'est évident, entre les fusions de régions et puis ces nouveaux programmes, avec, je le dis, une impréparation grave de l'État lors de la transmission de l'autorité de gestion aux régions, avec une défaillance, tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît, de l'outil financier qui s'appelle ASP et qui n'est pas géré par les régions, qui est géré par l'État. Et puis, un sous-dimensionnement initial en région des effectifs dédiés. Alors tout cela a créé des retards considérables. Je rappelle que sur les programmes hors Leader, l'autre programme du FEADER territorial, nous avons commencé à reprendre à notre compte. Au lieu que ce soit des fonds européens qui vont payer les programmes, ce sont des fonds régionaux. Nous venons pas sur le fonds Leader, je viens de le dire. Je rappelle que sur l'autre programme, nous venons de basculer 45 dossiers sur des crédits régionaux pour un montant de 3 millions d'euros à la CP du 15 mars dernier. Nous avons créé des postes supplémentaires pour l'instruction du FEADER territorial, mais il faut aller plus loin. C'est évident. Les moyens humains arrivés à l'automne dernier commencent à être pleinement opérationnels. Un gros travail de remise à plat du circuit de gestion est entrepris sur le Leader avec chaque égal, sur chaque territoire. Ils sont tous vus. On fait un point sur le cadre d'instruction, sur les documents associés, sur les notices. Et le marché d'externalisation du contrôle de la commande publique est pleinement opérationnel, ce qui va décharger l'égal et l'autorité de gestion de cette tâche terriblement chronophage. Ceci n'est pas encore suffisant. Je proposerai un plan d'action complémentaire à notre assemblée plénière de juin afin de poursuivre l'amélioration du financement et l'instruction de ces projets, le tout en assurant la fiabilité des dossiers et le respect du cadre européen qui est très contraignant. Alors je m'excuse de ces détails, mais ce n'est pas un sujet qu'on peut balancer comme ça dans des propos légers. C'est un sujet qui est compliqué de compliqué, qui est extrêmement, effectivement, violent par rapport aux projets que nous voudrions faire avancer sur les territoires et pour lesquels aujourd'hui on n'y arrive pas. J'ai écrit au ministre de l'Agriculture pour lui demander que soit diligentée une inspection générale sur ce sujet. Et nous travaillons en ce moment, les services de la région et les services de la DRAF, pour voir si notre région pourrait, au milieu de toutes les autres régions qui sont toutes concernées, être une région test dans le cadre de cette inspection générale. Soyons opérationnels, soyons pratiques. Alors, il y a des responsabilités. Moi, je ne dis pas qu'on n'est pas responsable, mais c'est vrai qu'il y a eu un retard à l'allumage dû à tous les éléments que je vous dis. On n'est pas seul dans cette affaire-là. Enfin, je termine. Quelques mots sur notre situation financière. Je vous indique que Monsieur le Préfet vient de me confirmer que nous respectons pour 2018 le pacte financier signé avec l'État, puisque notre évolution des dépenses de fonctionnement est de 0,19% hors crédit sécheresse. De plus, le 15 mars dernier, Standard & Poor's a confirmé la note AA avec perspective stable. L'agence de notation financière précise que, ouvrez les guillemets, la région sera en mesure de conserver son niveau d'endettement modéré et une situation de liquidité favorable, tout en augmentant fortement son investissement au cours des 2 prochaines années. Et elle considère que la région bénéficie d'une gouvernance et d'une gestion financière forte et d'indicateurs socio-économiques élevés. Alors maintenant, tout simplement, place au débat entre nous. Je vous remercie.